Bonjour, je sais pas vous, mais moi Noël, ça commence déjà à m'angoisser. Comment ça se passe? Ça va Laetitia, le boulot, toujours dans l'audit? Non, moi je fais... Ouais, tu fais des réunions quoi. Pas vraiment. Donc quand j'ai vu ce concours, je me suis dit parfait, ça va me faire un bon entraînement pour Noël, parce que réussir à promouvoir l'évaluation des politiques publiques auprès de Oncle Fifi et Cousin d'Orient, ça c'est un sacré challenge. Et donc tu fais quoi? On n'a vraiment pas tout à fait compris. Eh bien, par exemple, cette année, j'ai évalué Mission Jeune. Qu'est-ce que c'est Mission Jeune? Au début, il y a l'État. L'État se dit, comment je vais faire pour ramener vers l'emploi des jeunes qui en sont le plus éloignés? Et l'État propose aux missions locales de faire un accompagnement renforcé pendant 1 an pour ces jeunes et une indemnisation. Ensuite, il y a mon client. Mon client, c'est le FAFTT, l'OPCA du travail temporaire ou de l'intérim. C'est quoi un OPCA? Un OPCA, c'est un organisme qui collecte les fonds de la formation professionnelle auprès des entreprises et qui les redistribue aux salariés qui en ont le plus besoin. Mais le FAFTT, il ne veut pas faire seulement la caisse enregistreuse, il veut avoir une action sur les politiques d'emploi et de formation. Du coup, il s'est dit, je vais appuyer la garantie jeune. Comment il appuie la garantie jeune? De 3 façons différentes. 1, en proposant des rencontres entre les missions locales et les agences d'emploi. 2, en proposant des formations et des contrats qui sont adaptés à l'intérim. 3, en proposant de lever les freins périphériques à l'emploi, c'est-à-dire de permettre aux jeunes de ne pas avoir de problèmes de logement, de santé ou de transport qui gênent leur recherche. Donc ça marche tout ça? Pardon, c'est Tata Monique. Et donc ça marche tout ça? Eh bien, c'est ce qu'on est allé voir avec déjà la logique d'action dans mon jargon d'évaluateur. La logique d'action, c'est ce qui est censé produire des effets. Là, la logique idéale, c'est les missions locales reçoivent les jeunes, elles invitent les agences d'intérim présentent les métiers et les entreprises qui recrutent aux jeunes. Les jeunes se disent « Ah, cool, l'intérim, ça peut être pas mal pour moi ». Ils font des missions d'intérim, ils augmentent ou ils améliorent leurs compétences et leurs aptitudes, et au bout du bout, normalement, ils ont la possibilité d'avoir un parcours plus assuré ou un parcours plus stable. Et donc, ça marche vraiment tout ça? Pour l'évaluation, on est allé voir dans 10 territoires comment les jeunes et les acteurs avaient fait bouger les lignes et s'il y avait des choses qui avaient changé. Et oui, ça marche plutôt bien. Premièrement, rapprochement entre tous les acteurs, les missions locales, les agences d'emploi et les jeunes qui apprennent à se connaître, à travailler ensemble. Avant, ils s'ignoraient, ils se toisaient. Maintenant, ils se disent qu'ils pourraient être des partenaires. Deuxième effet, l'effet première inscription. Les jeunes, missions jeunes, sont allés s'inscrire en agence d'emploi, ils ont eu des missions d'intérim, et ce n'est pas le cas des jeunes qui n'ont pas bénéficié de missions jeunes. Ah bon, c'est tout, les gens ils se parlent, et ils travaillent quoi. Ben non, c'est pas tout, c'est énorme. Il y a déjà 2 paliers qui sont atteints. Et ce qu'on peut imaginer au moment du 4e palier, c'est que les missions locales et les agences d'emploi, elles vont réussir à travailler tout ensemble sur les problématiques récurrentes du territoire. Les enfants connaissent-ils vraiment la gestion de l'eau et la préservation des milieux naturels? Eh bien, l'Agence de l'eau finance des projets d'éducation à la préservation des milieux naturels auprès des scolaires, donc primaires, collèges et lycées. Elle aide également la mise en place de réseaux auprès des acteurs pour qu'ils puissent aussi être sensibilisés aux milieux naturels. Cette politique d'intervention a représenté 11 millions d'euros ces 10 dernières années. Ça n'est que 1% du budget de l'agence, mais c'est une politique qui est très regardée par nos instances politiques de bassin, donc c'est un quart du sud-est de la France, composé des partenaires de l'État, des collectivités territoriales et des usagers de l'eau, dont les associations. Donc cette politique est-elle efficace et efficiente? Eh bien, nous avons lancé une évaluation indépendante, à la fois en faisant appel à un prestataire extérieur et également avec un comité de pilotage ad hoc indépendant qui a encadré l'évaluation. Cette évaluation de type qualitative et quantitative a duré 8 mois et demi et a permis d'interroger 114 interlocuteurs sur le territoire. Alors, quels sont les résultats? Eh bien, les projets de sensibilisation au milieu naturel dans les écoles sont des projets de grande qualité, créatifs, innovants, expérimentaux, qui répondent aux besoins à la fois des établissements scolaires et qui sont ancrés sur le territoire. Cela étant, ce sont aussi des projets qui parlent parfois plus de l'éducation à l'environnement et au développement durable plus général, ou à des petites parties des projets scolaires dans les établissements. Concernant les réseaux, l'évaluation a montré que les acteurs institutionnels et de terrain partageaient bien leur expérience, mais là également, les messages étaient plus portés sur l'éducation à l'environnement et au développement durable plus large, et moins sur l'éducation à la préservation des milieux aquatiques. Donc les recommandations du consultant ont rejoint les positions de l'agence sur 2 points. La première, c'est que ces projets locaux dans les établissements scolaires
était à recentrer dans des démarches contractuelles, contrats de rivière, etc., portés par les structures intercommunales et les structures locales de gestion de l'eau, et qu'il pouvait ainsi parler des projets concrets sur le territoire, type passe à poisson, reméandrage de cours d'eau, etc. Sur le plan des réseaux, l'idée était de faire passer maintenant la logique de synergie d'acteurs autour des agences régionales de la biodiversité, qui sont les chefs de file de la stratégie sur la biodiversité. Donc finalement, cette évaluation a permis pour l'agence d'avoir un second souffle sur cette politique d'intervention auprès des scolaires. Et puis le comité d'évaluation indépendant a noté que c'est une évaluation qui pourrait servir sur d'autres projets d'éducation à l'environnement, type déchets ou changement climatique. Bonjour à tous. Vous avez tous suivi avec attention les annonces de la ministre de la Santé le 13 octobre dernier concernant le nouveau plan de lutte contre les déserts médicaux. Alors force est de constater que en la matière, les pouvoirs publics ont plutôt fait le choix d'une action plutôt incitative, même si c'est vrai qu'on entendra souvent dans les dîners, peut-être au repas de Noël de Laetitia en décembre, que ces médecins, il faut les forcer à s'installer dans les déserts médicaux. Les pouvoirs publics ont plutôt fait le choix d'une mesure incitative. Et c'est le cas de l'ex-conseil régional de Lorraine qui, en 2010, a mis en place un dispositif visant à soutenir financièrement les internes en médecine générale qui réaliseraient leur stage de médecine générale dans une zone déficitaire. Donc l'idée, déficitaire en médecin, l'idée c'est qu'en levant les freins financiers à la réalisation d'un stage dans une zone rurale, on favoriserait la découverte de cette pratique, on démystifierait les inconvénients qu'elle génère, on mettrait aussi en évidence ses avantages et puis on faciliterait à terme l'installation dans ces zones. Donc, en 2015, le Conseil régional souhaite faire l'évaluation de ce dispositif pour en optimiser les effets à enveloppe constante. Il se pose 3 questions. Est-ce que c'est pertinent? Comment ça s'articule avec ce que font les autres financeurs? Et est-ce qu'on n'est pas en train de doublonner? Et est-ce que ça marche? Est-ce que ça fait découvrir la pratique en zone rurale? Et est-ce que ça génère l'installation dans ces zones pour les futurs médecins? Donc, qu'a montré l'évaluation? L'évaluation a montré que le dispositif est pertinent. Aider les médecins au moment de leurs études, c'est le bon moment si on veut qu'ils découvrent la pratique. Et c'est d'autant plus pertinent qu'il y a très peu d'aides qui existent à ce moment-là du parcours. Deuxième enseignement, le dispositif, il est insuffisant. En fait, il y a de nombreux leviers qui existent au choix, nombreux facteurs qui existent dans le choix d'un lieu de stage ou d'installation par ailleurs, et le facteur financier arrive en fait en deuxième, troisième position derrière la qualité du maître de stage, l'éloignement vis-à-vis du conjoint, etc. Troisième élément montré par l'évaluation, le dispositif il est perfectible. Il est perfectible parce qu'on a identifié qu'il y avait à peu près 20% de pur effet d'aubaine, c'est-à-dire des internes qui bénéficient de cette aide alors qu'ils auraient fait leur stage dans cette zone de toute façon. Pour toucher plus les indécis, il aurait fallu doubler les montants de l'aide qui étaient accordés. Alors ça n'aurait pas permis de toucher tout le monde parce que en fait il y a encore un quart de personnes qu'on ne pourrait jamais forcer à aller faire 6 mois de stage à Rohrbach-les-Beach malgré tous les montants que vous voudrez bien vouloir leur donner. Donc à partir de ça, ce qu'on a proposé pour optimiser les effets en restant dans l'enveloppe contrainte, c'était justement de travailler plus sur les indécis. 2 manières de faire. La première, c'était d'augmenter les montants pour travailler plus sur les indécis, mais du coup en réduisant le nombre de zones ou le nombre de bénéficiaires. Deuxième option, c'était de toucher plus largement un plus grand nombre de personnes, potentiellement plus d'indécis, mais à condition de moduler un peu les montants des offres en fonction des zones. Parce qu'il y a plus de volontaires pour aller à Gérardmer qu'à Rohrbach-les-Beach. Je suis à la recherche d'un emploi. J'ai enfin décroché un entretien d'embauche, mais je n'ai pas de vêtements adéquats pour cette situation, ni les moyens de m'en offrir. Je suis lycéen en situation de handicap, et je suis persuadé que jamais je ne pourrai accéder à des études supérieures pour cette raison. Face à ces situations, existe-t-il des solutions? Des projets d'innovation sociale portés par des acteurs associatifs permettent de répondre à des besoins non ou mal couverts par les acteurs traditionnels du champ de l'emploi et de l'insertion. Développer ces projets, c'est la vocation du programme La France s'engage. Initiative présidentielle portée par le Fonds d'expérimentation de la jeunesse, ce programme a permis de soutenir une centaine de projets financièrement et par un accompagnement spécifique. Après 2 ans de mise en œuvre, GEST a été missionné pour réaliser l'évaluation de ce dispositif dans le champ de l'emploi et de l'insertion spécifiquement. Et ça nous a amené à un double questionnement. D'abord, à l'échelle du programme, il s'agissait de comprendre est-ce qu'il a bel et bien permis le déploiement de ces projets, à savoir toucher plus de personnes, aller sur de nouveaux territoires. Et à l'échelle de projet,
Il s'agissait de déterminer leur utilité sociale. Alors pour cela, on a cherché à rencontrer l'ensemble des parties prenantes de 10 projets soutenus. Donc on a mené près de 200 entretiens avec les personnes en charge de la mise en œuvre de l'action, des partenaires et bien entendu des bénéficiaires de ces actions. En termes de résultats, il a apparu qu'un des enjeux forts pour réussir le déploiement d'une innovation sociale dans le champ de l'emploi et de l'insertion, c'était la coopération entre, d'une part, les innovateurs et d'autre part, les acteurs traditionnels du champ de l'emploi et de l'insertion. Alors on pense à Pôle emploi, aux missions locales, etc. etc. Et cet enjeu, il est d'autant plus fort que les innovations sociales, elles permettent de détecter des nouveaux besoins et y répondre, de toucher un public beaucoup plus spécifique que peut permettre les actions globales des politiques publiques et de créer des nouvelles actions dans un contexte où les fonds publics se raréfient. Pourtant, de grandes difficultés semblent apparaître dans les relations entre ces deux catégories d'acteurs. Du côté des acteurs institutionnels, on a noté une vraie frilosité à l'idée de s'engager dans des démarches innovantes, avec une peur de la concurrence et finalement pas de travail pour essayer d'avoir une complémentarité avec ces démarches innovantes. Et du côté des acteurs institutionnels, il y avait une difficulté à trouver l'interlocuteur pertinent, du côté des innovateurs, il y avait une difficulté à trouver l'acteur pertinent chez les acteurs institutionnels, à parler leur langage, et aussi une peur de voir leur projet institutionnalisé et de perdre leur ADN. Donc en conclusion, on peut aussi noter que l'évaluation elle est utile pour le programme, mais elle est également utile pour les projets. Ça permet de les questionner sur leurs pratiques professionnelles, leurs méthodes de déploiement ou encore leur positionnement dans le champ de l'emploi et de l'insertion. Donc, si vous soutenez des projets d'innovation sociale dans le champ de l'emploi et de l'insertion, gardez en tête qu'une évaluation, ça vous aide pour votre programme, mais ça aide également les projets qui en bénéficient. Parmi celles et ceux d'entre vous ayant un enfant, votre enfant vous a déjà sans doute appris des choses, que ce soit le nom du dinosaure ou du fait que certaines ampoules sont recyclées dans les bacs dédiés dans le supermarché. S'il s'agit du dernier cas, votre enfant a peut-être participé au défi Réfilum, un programme pédagogique destiné aux élèves du CP à la 6e. Ce programme fournit des kits pédagogiques aux enseignants qui les utilisent pour réaliser un ou plusieurs défis dans leur salle de classe au sujet du développement durable et notamment le recyclage des ampoules. En mettant les élèves dans une position active où ils réalisent des défis, le programme fait l'hypothèse que les enfants vont passer ce message à leurs parents et les convaincre de changer de comportement et recycler leurs ampoules. Mais dans quel cas et dans quelles conditions les élèves parviennent-ils à passer ce message auprès de leurs parents? Lors d'une évaluation d'impact réalisée par Programme Conseil en 2017, nous avons découvert qu'il existe 3 conditions. Premièrement, il faut que l'enfant ait retenu le bon message. Nous avons constaté que c'était souvent le cas, même si les informations étaient parfois incomplètes, mais que cette compréhension était encore plus forte lorsque l'enfant va participer à plusieurs défis. Deuxièmement, il faut que l'enfant ait le désir et l'occasion d'en parler avec sa famille. Le programme crée plusieurs opportunités pour parler du recyclage des ampoules. Ainsi, lorsque l'enfant ramène un objet créé à l'école à la maison, tel que la mini-boîte de collecte d'ampoules, la Lumibox, ou lorsque l'ampoule ne marche plus à la maison, car l'enfant a enfin l'occasion de réutiliser les connaissances qu'il lui a acquises. Ou encore, lorsque l'enfant apprend que ses parents n'ont pas emmené l'ampoule dans un bac de collecte, car l'enfant a enfin l'occasion aussi de faire la leçon à ce sujet. Enfin, la troisième et la dernière condition est peut-être la plus difficile à atteindre. Il faut que les parents croient et retiennent ce que disent leurs enfants. C'est difficile puisque les parents ne vont pas toujours considérer leur enfant comme étant une source d'information légitime. En toute logique, ceci inhibit l'appropriation des connaissances et par la suite le changement de comportement. En revanche, les familles sont tout de même plus nombreuses à recycler les ampoules après la participation de leur enfant au défi Réfilum, même s'ils ne savent pas spécifiquement quelles ampoules ils peuvent recycler. Ainsi, afin de s'assurer que les parents retiennent ce que disent leurs enfants, nous avons recommandé de renforcer la communication directe envers les parents de manière à compléter l'information déjà transmise par l'enfant. Je suis où là? Très bien. Ok. Lorsque l'on considère ces 3 conditions, nous constatons que celles-ci ouvrent des pistes de réflexion pour l'ensemble des programmes pédagogiques, que ce soit pour le recyclage, la nutrition ou encore la prévention routière. L'acquisition des connaissances par les enfants, le désir et l'occasion d'en parler avec sa famille, et enfin l'appropriation des connaissances par les familles, sont 3 conditions nécessaires pour le succès d'un programme pédagogique, qui doivent être considérées lors de la mise en place du programme, aussi bien que pendant son évaluation. Je vous remercie.
vous m'entendez? Ouais. Bonjour à tous. Alors, comme tout bon speech commence par, ou supposé commence par une citation, je vais commencer par une citation. Alors, l'apprentissage doit devenir une voie d'excellence. C'est ce que notre nouveau président a déclaré pendant la campagne. Vous n'êtes pas sans savoir que l'État prépare en ce moment un projet de réforme sur l'apprentissage. La présentation de l'évaluation, donc l'évaluation que je vous présente aujourd'hui, se situe au cœur de ce thème. Donc retenez bien les quelques mots compliqués ou de jargon et les quelques sigles. Ils vous permettront sûrement de briller lors de votre prochain dîner et de faire taire l'adversaire éméché qui sera en face de vous. Alors pour le contexte, en 2013, la région Bretagne, donc cette terre d'irréductible, a décidé de créer le dispositif Bretagne Qualité Apprentissage. Donc BQA, ça fait déjà un cycle que je vous avais promis. Donc le dispositif Bretagne Qualité Apprentissage est en fait une enveloppe supplémentaire destinée à améliorer le parcours de l'apprenti. Elle est destinée aux écoles d'apprentissage, donc aux centres de formation des apprentis, les CFA, pour les inciter à créer des actions pour améliorer le quotidien des apprentis. En 2017, 3 ans et demi après, la région Bretagne a décidé d'évaluer ce dispositif avec 3 objectifs. 1. Faire le bilan des actions que les CFA avaient effectuées. 2. Évaluer les effets de ces actions. Et 3. Améliorer le dispositif pour la suite. Donc l'évaluation a duré 5 mois en 2017 et nous avons utilisé principalement 2 méthodes. La première, une analyse des bilans des données des 38 CFA. Et la deuxième, nous sommes allés rencontrer 9 CFA, donc des études de cas. Nous avons rencontré donc les personnels des CFA, les entreprises, les apprentis et évidemment quelques druides puisque nous sommes en terre bretonne. Donc si mon entraînement hier dans ma salle de bain a bien fonctionné, il doit me rester 8 minutes, donc c'est le cas. Donc 1 minute pour vous parler des enseignements. Je vais me concentrer sur principalement 2 enseignements. Premièrement, concernant la relation des CFA aux entreprises, on a remarqué qu'en fait, cette relation avait été peu impactée par le dispositif. La raison n'est pas le fait que les actions n'ont pas eu d'effet sur cette relation, mais bien en fait que peu d'actions avaient été prévues et pensées pour cette relation. Concernant du coup le deuxième enjeu dont je veux vous parler, la relation CFA-apprenti a elle été impactée très positivement par le dispositif, puisqu'en fait elle a été au cœur de toutes les actions, enfin pensée souvent au cœur de toutes les actions des CFA et a eu des effets positifs très concrets comme par exemple l'enveloppe financière qui sert directement à créer un nouveau poste au sein du CFA. Comme il ne me reste que quelques secondes pour conclure, j'aimerais conclure sur ces quelques mots de jeune consultant. Si l'évaluation est un apprentissage, c'est bien celui de l'écart entre ambition et réalité. Merci. Le boulet de l'évaluateur. Bon, j'ai une petite histoire à vous raconter. À votre avis, juste comme ça, là, comme ça. Le secteur qui est le moins évalué, c'est quoi? Comme ça, comme ça. L'évaluation. C'est quoi? L'évaluation. C'est le sport. Et ouais, c'est le sport. Alors je vais vous la faire en 3 minutes. Quand j'étais petit, je suis tombé dans l'évaluation. J'avais 12 ans, 12-13 ans. Et Jimi Hendrix, le roi de l'évaluation, il m'a dit « L'évaluation, tu fais ça en 4 mois. C'est, vous voyez comment c'est, 4 mois pour faire une évaluation? C'est quick and. C'est quick and. » Il y en a qui ont été suivis Jimi Hendrix. Ok, bon. Je vais vous raconter une petite histoire. J'étais dans une petite ville, je me promenais, le maire arrive, il me croise, je ne le connais pas, il me dit Spiderman, Spideval, on a un problème avec notre dispositif sportif. C'est gratuit, on est une ville riche, on est une ville dynamique, tout le monde nous envie notre dispositif. Mais il y a un truc, je ne le sens pas. J'ai l'impression qu'il n'y a que des fils d'avocats, il n'y a que des fils de médecins qui y vont. Wouhou! Qu'est-ce que je fais, moi? Qu'est-ce que je fais? Ouais, j'arrive. Donc j'y vais, je prends mon bike. Ouais, c'est comme ça qu'on fait l'évaluation. C'est l'évaluation à l'italienne, quoi. Je prends mon bike, je déploie mes méthodes. Parce que dans la ville, vous savez quoi, dans cette ville, il disait quoi? Il disait, dans notre ville, il faut savoir skier, il faut savoir courir, ouais. Il faut savoir manger.
Il faut savoir... Non. Non, ça, je ne la ferai pas. Voilà, donc je déploie les méthodes, je regarde le tout, observation participante, économétrie, je déploie la panoplie de ce qui est valable. Bam! Je déploie tout. Et à la fin, qu'est-ce que je dis? Ben, ça marche pas. Donc, Spineva, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a plus de clients. Donc, n'évaluez pas le sport, hein. Continuez à compter les médailles, continuez à compter les spectateurs, et surtout pas le sport, quoi. Bon, le maire, il a pas retrouvé de boulot. Voilà, bon, allez, j'y vais, moi j'ai d'autres trucs à faire. Je laisse tomber l'évaluation. Bonjour à tous. La première fois que j'ai rencontré Jean-François Caron, le maire de la commune de Los Angeles, dans le bassin minier, pour discuter avec lui de son projet de transition écologique et sociale, il m'a interrompu assez rapidement et il m'a dit « Le mieux, Karine, pour que vous compreniez vraiment ce qui se passe sur ce territoire, c'est que vous montiez en haut du terril. » J'ai regardé Jean-François Caron, j'ai regardé le terril, j'ai regardé mes chaussures, et je me suis dit que cette évaluation allait faire mal, au pied en tout cas. Tout ça, c'est la faute de la DRADEM Nord-Pas-de-Calais à l'époque, qui avait désigné Los Angeles comme une commune démonstratrice de la conduite du changement et qui avait besoin d'éléments d'évaluation pour répondre à 3 questions. Première question, y a-t-il une méthode lossoise de conduite du changement? Deuxième question, si oui, est-elle efficace? Troisième question, et peut-elle être appliquée à d'autres territoires? Alors, on a d'abord répondu oui à la première question. Il y a bien une méthode lossoise de conduite du changement, et ça, on l'a fait en travaillant sur une logique d'intervention. Alors, en gros, elle consiste à dire Los Angeles ne peut pas changer le monde tout seul. Donc l'intervention municipale, dans toutes ses composantes, doit à chaque fois produire un effet en termes de changement de posture des acteurs, les rendre plus confiants, plus optimistes, les faire adhérer au projet de territoire. Ce qui leur permet d'être plus disposés ensuite à coopérer au projet municipal, à y participer et à améliorer la qualité de l'action publique. Ce qui permet aussi de changer leurs pratiques, c'est-à-dire qu'eux-mêmes prennent de leur propre chef des initiatives pour contribuer au projet de transition. Ce qu'on a fait ensuite, c'est une analyse de contribution, dont je vous passe les détails, qui a permis d'identifier une petite dizaine d'enseignements qui nous expliquent dans quel cas, pour quels acteurs, dans quel contexte, est-ce que cette stratégie lossoise fonctionne. Alors je vous en livre 2 aujourd'hui. La première, c'est la dimension du récit. Los Angeles est une ville qui travaille beaucoup sur la narration de qui on est, d'où on vient, où est-ce qu'on va, au point qu'ils ont même embauché un chargé de récit. Et l'analyse a montré que cette dimension narrative, ce récit était suffisamment convaincant, désirable, pour susciter l'adhésion des acteurs et leur mise en mouvement. Et deuxième leçon, il était d'autant plus convaincant qu'il était porté par des élus, des agents qui ont d'autres casquettes, qui sont fans de métal, qui sont chasseurs, qui sont agriculteurs et qui sont donc plus promptes à élargir le cercle de ceux et celles qui coopèrent. L'histoire ne s'arrête pas là. L'ADEME, pour diffuser ses résultats, a décidé de monter une caravane dans laquelle elle a mis l'équipe d'évaluation, Jean-François Caron, et on sillonne aujourd'hui la France pour rencontrer d'autres territoires et leur transmettre ces éléments. J'ai oublié de vous dire ce que j'ai vu en haut du terri. Un figuier, sans figue, mais un figuier quand même, un rosier avec des roses, celui-là, et je dois bien l'avouer, une belle démonstration de la capacité de l'action publique à transformer le monde.